Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est envahie par les Romains. Toutes? Eh ben oui, toutes. Nous nous faisons beaucoup d'idées sur les Gaulois et notamment grâce à notre héros national Astérix. Mais que savons-nous exactement sur nos ancêtres les Gaulois? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Guard of the History. Que savons-nous exactement sur les Gaulois? Eh bien, avant l'avènement au pouvoir de Napoléon III, le premier président de la République française, pas grand-chose. C'est en effet Napoléon III, désireux de vouloir achever l'œuvre de son oncle, un certain Napoléon Ier, qui se mit en recherche d'un véritable outil de propagande en remontant à l'origine de notre histoire nationale. Des fouilles sont alors entreprises entre 1862 et 1865 sur le présumé site d'Alésia, mais des musées voient également le jour sur l'histoire celte gallo-romaine, notamment celui du château de Saint-Germain-en-Laye, ancienne prison. Une réédition des commentaires sur la guerre de Gaulle a même lieu sous la signature de Napoléon III qui faisait cadeau de cet ouvrage aux personnalités que le régime voulait honorer. Mais arrêtons-nous un instant sur la guerre des Gaules. Cet ouvrage rédigé par Jules César en personne était jusque-là la seule référence que nous avions sur le peuple gaulois. Je mets bien gaulois entre guillemets, car le terme gaulois est bien et bien l'invention de Jules César. Pas de panique, je vais m'expliquer. Haut les cœurs. A l'origine, c'est-à-dire 500 ans avant Jésus-Christ, on ne parle pas de Gaulois mais de Celtes. Il s'agit d'un peuple regroupant une multitude de petites tribus indépendantes qui partagent généralement la même culture et le même mode de vie. D'après les écrits grecs, qui étaient alors implantés dans la cité de Massalia, actuelle Marseille, le peuple celte s'étendait de la péninsule espagnole au nord de la France, s'étirant vers l'Autriche. Vous voyez le tableau? Ce n'est que bien plus tard que Jules César traça des frontières en baptisant le territoire de la rive gauche du Rhin jusqu'aux Pyrénées, la Gaule. Malgré leurs ressemblances, chaque tribu gauloise développait une particularité, que ce soit sur leur façon de gérer la tribu ou encore même leurs affinités. Il ne faut surtout pas s'imaginer que les tribus gauloises étaient unies comme les 5 doigts de la main. Bien au contraire, certaines d'entre elles passaient même leur temps à se foutre sur la gueule, et c'était pas pour une histoire de poisson pas frais. Tandis que certaines tribus comme les Édouens s'alliaient avec les Romains pour taper sur leurs voisins, les Séquanes, d'autres tribus comme les Bituriges pensaient avant tout à se remplir les poches. Les intérêts économiques ou territoriaux constituaient donc la principale source de conflit entre les tribus gauloises. Si chaque tribu avait donc des intérêts, on peut bien s'imaginer que l'image du Gaulois barbare sans cervelle et brute épaisse est totalement fausse. Au contraire, il s'agissait d'une vie en société très organisée. Les Gaulois étaient avant tout de grands artisans. Le travail du fer leur ont permis notamment la création d'armes, de cottes de mailles et de casques qui n'étaient pas ailés mais pointus, mais aussi la fabrication de divers outils agricoles, ce qui permit aux Gaulois de devenir des agriculteurs efficaces, écrasant toute concurrence. Mais ils travaillaient aussi le bronze et l'or destinés à devenir des bijoux comme les torques, les bracelets que l'on retrouve encore aujourd'hui dans de nombreux sites de fouilles. Mais nos amis les Gaulois n'étaient pas seulement des paysans ou encore des agriculteurs, même si la plupart d'entre eux vivaient effectivement sur le territoire de la tribu dans des villages ou dans les campagnes, les plus riches d'entre eux vivaient dans ce qu'on appelle des oppidums. Il s'agissait un peu de la capitale de la tribu qui abritait l'élite au sommet d'une colline bien fortifiée. On peut prendre pour exemple l'oppidum de Lutèce qui était la capitale de la tribu des Parisis. Dans les oppidums et les villages, on y croisait aussi des personnages qui selon moi sont les plus fascinants du monde gaulois. Les druides. Alors le mec c'était à la fois le curé, le prof, le comptable, le notaire, le scientifique. Et ouais ça calme hein. Les druides représentaient donc les savants de la civilisation gauloise. Comme on peut le voir dans Astérix, tout ce que dit le druide, c'est paroles d'évangile. Ok, je sors. Nous l'avons vu tout à l'heure, les Gaulois n'ont pas laissé beaucoup de traces écrites de leur passage. Et bien c'est parce que selon les druides, la science et le progrès avançaient beaucoup trop vite pour perdre notre temps avec des traces écrites. Pour les druides, tout était éphémère. On peut voir notamment que dans la culture celte, dont fait partie les Gaulois, toutes les divinités ont un rapport avec un élément de la nature. On entend souvent parler de Toutatis, mais à l'inverse de ce que l'on pense, il ne s'agit pas directement d'un dieu. Il s'agit ni plus ni moins d'un titre divin accordé à celui qui représente le saint patron d'une tribu. Chaque tribu avait donc son Toutatis. Pour les amateurs de cochonailles, je suis désolé, mais je tiens à vous informer que aux dieux étaient aussi réservés les sangliers. Effectivement, les Gaulois ne mangeaient pas du tout de sangliers. Ils étaient uniquement réservés aux sacrifices ou des cérémonies rendant hommage à leurs dieux. Pendant les célèbres banquets gaulois qui étaient exclusivement financés par les nobles, petit moyen de partager leurs richesses, on y mangeait plutôt du cheval, du cochon, et accrochez-vous bien, du chien. Ça va pas, non? Malade, quoi? Et pour accompagner le tout, bien sûr, du vin. Car même si dans la Gaule dite du Nord, on consommait plutôt de la cervoise ou de la bière, dans le Sud, là où avait lieu le commerce avec les Romains, on y buvait du vin. Les Romains exportaient du vin dans la Gaule du Sud à travers des amphores pour les Gaulois qui, pour l'occasion,
ont inventé des tonneaux afin de conserver le vin. Au fil des années, tandis que les petites affaires des Gaulois sont en train de se dérouler paisiblement, une grande menace va nous venir de l'Est. Les Germains. Après plusieurs assauts germains à l'encontre des Séquanes et des Helvètes, une immense pagaille se met en place au sein de la Gaule transalpine, une petite partie du sud-est de la Gaule contrôlée par les Romains. Ces attaques barbares sont alors une aubaine pour un jeune général romain, j'ai nommé Caius Bonus. Non, effectivement, c'est un fake, il s'agit bien de Jules César. Jules César, alors à la recherche d'un très gros coup marketing pour s'emparer du pouvoir à Rome, va chasser les Germains du territoire des Séquanes et s'emparer pour la même occasion du nord-est et de l'ouest de la Gaule. Aidé par ses alliés du centre de la Gaule, à savoir les Arvernes, Jules César va donc y imposer le commerce et la culture romaine. Et c'est donc là que va intervenir un très jeune chef arverne que vous connaissez tous, j'ai nommé Vercingétorix. Même si dans un premier temps Vercingétorix va aider César et les Romains à conquérir une partie de la Gaule, l'omniprésence dans la vie politique des Gaulois de Jules César va se ressentir et va faire monter une haine envers les Romains. Des émeutes vont alors éclater à l'encontre des légions romaines avec Vercingétorix pour commanditaire. C'est d'ailleurs avec cette image de résistant attaché à ses valeurs et à l'union gauloise que Vercingétorix va devenir un véritable icône de propagande pour le gouvernement français après la défaite de 1870 contre l'envahisseur prussien. Mais revenons à la guerre des Gaules. Jules César n'est pas très content, il faut le dire. Il s'empresse donc, à la tête de toutes ses légions, de se rendre à la capitale de la tribu des Arvernes, Gergovie, où est retranché Vercingétorix. Un siège se met alors en place autour de l'oppidum de Gergovie sans savoir que c'était ce que voulait vraiment le jeune chef gaulois, renommé pour l'occasion chef de la coalition gauloise. Le but de la manœuvre était de détourner l'attention de ce bon vieux Jules en attendant le renfort gaulois qui devait prendre les Romains à revers. Mais César, en excellent stratège, anticipa lui aussi le coup. C'est ainsi qu'après plusieurs assauts gaulois, il décida de lever le siège. Après ce court succès à l'oppidum de Gergovie, Vercingétorix, ayant rallié les Édouens à sa cause, se précipita à la poursuite de Jules César, mais échouant, se replie à l'oppidum d'Alésia. Vercingétorix, ayant rallié à sa cause les Édouens, jusqu'à maintenant alliés des Romains, se précipita à la poursuite de Jules César, mais se perdant en chemin, il se replia dans l'oppidum d'Alésia. Un second siège se met alors en place, mais cette fois-ci, César avait pris ses dispositions. Il constitua lors du siège deux lignes de défense. Celle le protégeant des attaques venant de l'intérieur du siège et celle le protégeant des Gaulois venant de l'extérieur du siège. C'est ce système quasi infaillible qui poussa Vercingétorix à déposer ses armes aux pieds de César après 2 longs mois de siège et une bataille finale qui durera plus de 4 jours. Cette défaite d'Alésia eut pour conséquence la fin de la société gauloise. Ils abandonnent alors leur dialecte pour parler le latin, les druides disparaissent petit à petit et la culture celte se transforme petit à petit en culture gallo-romaine. De nouvelles constructions comme les voies romaines, les aqueducs ou encore les thermes voient le jour au sein de la Gaule. La suite, on la connaît. Différents peuples germaniques comme les Francs qui, eux, portaient leur chef sur un bouclier, envahissent la Gaule durant l'éclatement de l'Empire romain. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc c'est ainsi que se termine le 4e volet de Guard of the History. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma page Facebook, à mon compte Twitter et ma page YouTube bien évidemment. Et je tiens à vous dire que je suis présent également sur le forum de la vidéothèque d'Alexandrie, donc là où j'ai rencontré Hérodote que j'ai cité dans ma dernière vidéo, le vlog à la Villa gallo-romaine du Groswald. Je vous laisse encore son lien sous la vidéo, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment sympa. Je vous laisse également le lien d'autres youtubeurs que j'ai rencontrés qui font vraiment du très très bon travail, comme Démystif et Questions pour mieux comprendre. C'est une bande vraiment sympathique et avec des vidéos pleines de qualité. Je vous recommande d'y aller fortement. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Ciao.